Le financement par projet qui nous demande de créer finalement des projets, alors qu'on nous dit, bien, il faut que ça soit différent, il ne faut pas que ça ait déjà été fait, il ne faut pas que quelqu'un d'autre sur le territoire aussi soit en train de le faire, mais ça demande beaucoup d'énergie en concertation, en écoute aussi des besoins de la population. Et ça, on le fait déjà. Donc, est-ce qu'on pourrait nous faire confiance sur ce qu'on développe? C'est ce que la population a besoin. C'est comme si le bailleur de fonds venait dire « Moi, je sais mieux que toi, finalement, ce que ta population a besoin. » Au lieu de partir du fait que la gouvernance d'un organisme communautaire, ce sont ses membres qui sont là pour nommer leurs besoins, pour qu'on puisse venir articuler une amélioration de leurs conditions de vie. Pour parler du financement des organismes communautaires, il faut parler un peu de leur histoire aussi. Hein? Comment ça s'est intégré, comment ça s'est mis en place ça, dans la société québécoise. Dans les années 50, 60, il y avait un mouvement communautaire au Québec qui était plus axé sur, je dirais, une éthique de charité. Hein? On va aider son prochain dans un esprit d'éthique religieuse. Et puis, ben, dans les années 60, il y a eu des mouvements de citoyens qui sont arrivés. Il y a eu, avec la Révolution tranquille, des personnes qui se sont dit, ben, on pourrait s'entraider, des comités de chômeurs. Alors là, on est passé tranquillement d'une éthique de la charité à une éthique de la transformation sociale. Puis la question de la transformation sociale est cruciale pour comprendre à quoi sert le financement d'un organisme communautaire. Le financement à la mission, c'est un financement qui a été pensé par le communautaire avec l'État, mais pour soutenir des initiatives citoyennes. Par exemple, en santé et services sociaux, il y a actuellement 3000 organismes qui sont financés pour du financement à la mission. Un financement dont l'objectif est de soutenir les organismes à exercer un sens critique par rapport au gouvernement. Imaginez, il y a quelque chose vraiment d'unique là-dedans. Le gouvernement finance des groupes pour pouvoir avoir un regard critique sur des politiques sociales et puis amener des nouvelles lois, soutenir une reprise de pouvoir qui part du bas puis qui va vers le haut, qui part des personnes puis qui va vers des changements sociaux, des changements aux lois, faire advenir finalement rien de moins qu'un meilleur monde. Comme la majorité des organismes communautaires, c'est sûr qu'on a notre financement à la mission de base, mais on doit greffer à ça effectivement des demandes de projets qui sont ponctuelles. Donc, qu'il faut faire d'année en année, là, revendre nos projets pour assurer le financement et la continuité, la pérennité de ces services-là qui sont mis en place avec des projets comme ça, puis qui finalement répondent à des besoins. C'est énormément de temps qu'on doit mettre sur ces démarches-là. Du temps qu'on ne peut pas mettre dans le développement de nos services, justement, dans la gestion de nos ressources humaines, de nos équipes, dans notre développement aussi. C'est du temps qu'on ne peut pas mettre auprès de notre monde. Hein. Cette année, on a donné plus de services, mais j'ai eu moins de bénévoles pour assumer ces services-là. Et puis, si je compare en heures bénévoles, l'année 19-20, j'avais 11 000 heures, grosso modo, de bénévolat ici au CAB en une année. Et cette année, on en a eu autour de 7 000. Donc, c'est un 4 000 heures de bénévolat qu'on n'a pas eu. C'est l'équipe de travail qui l'a assumé parce qu'on a voulu maintenir nos services essentiels. Donc, la pression, elle est juste plus forte sur nous, là. Les besoins sont criants. Donc, c'est sûr que pour pouvoir répondre adéquatement à ces besoins-là, ça va être important d'avoir un financement qui va en conséquence et qui est récurrent pour mettre en place des services qui sont durables dans le temps et sur lesquels les gens vont pouvoir se fier. C'est difficile d'aller chercher aussi, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, d'aller chercher une main-d'œuvre qui est qualifiée pour les projets qu'on a, tout ce qu'on peut offrir, c'est un contrat de 6 mois ou d'1 an.
avec des conditions salariales qui ne reflètent pas ou qui ne vont pas, en tout cas, avec l'expertise qu'on demande pour assurer ces services-là. Je souhaite qu'il y ait de la considération. La reconnaissance des organismes communautaires comme étant des partenaires importants dans la santé et le bien-être de nos citoyens, de nos communautés. Et cette reconnaissance-là de tout le travail et de l'expertise qu'on détient, il faut que ce soit reconnu en nous donnant les moyens d'accomplir nos missions et de mettre nos énergies là où il y a des besoins dans le déploiement de cette expertise-là et de nos services. C'est sûr que ça passe, oui, par un meilleur financement et un financement récurrent, mais je pense qu'on doit faire partie des décisions aussi. Hein? Que les décisions ne descendent pas que d'en haut et qu'on subisse les appels de projets surprises dans des services qu'on donne déjà. Clairement, qu'on ne sait pas en haut qu'on donne déjà. Donc, qu'on fasse partie de ces décisions-là et qu'on puisse vraiment, dans le fond, prendre en compte nos vrais besoins pour bien fonctionner. Un autre enjeu important, c'est, je dirais, les partenariats tout azimut. Les groupes sont interpellés pour participer à des tables de concertation, à des instances de développement social, etc. Il peut y avoir ultimement du financement, là, mais pas toujours. Il y a énormément de sollicitations de participation pour les organismes et puis ça met les groupes en compétition les uns avec les autres pour obtenir du financement. Ça crée des dynamiques qui sont complexes et puis qui grugent énormément de temps. Alors que si on consolidait le financement à la mission, les gens des organismes pourraient être chez eux, s'occuper de leurs participants, participantes, de leurs instances démocratiques. Et puis ça aiderait à consolider l'action communautaire autonome. En fait, nous, on est subventionné par le ministère de l'Éducation. C'est une enveloppe spéciale qui s'appelle l'enveloppe du pacte. Nous, ça fait plusieurs années qu'on se bat au niveau de l'indexation. Donc, on n'est pas indexé à chaque année. Le coût de la vie augmente à chaque année, mais nous, au niveau de l'éducation, au niveau de notre subvention de base, on n'est pas indexé. La dernière fois qu'on a eu un montant à l'indexation, c'est en 2017. Et puis, avant ça, c'était en 2008. Donc, c'est sûr que quand on n'a pas de rehaussement, il y a quand même un manque à gagner d'à peu près 10 millions là, pour les groupes en alphabétisation. C'est sûr qu'on essaie d'avoir du financement un peu là, de gauche à droite, justement, pour pouvoir consolider toutes les activités qu'on a. Des fois, c'est sûr qu'on va accepter des projets ou du financement qui ne sont pas nécessairement liés à notre mission. Souvent, c'est du financement qui vient soit du réseau, ou soit de fondations. Ou, nous, on est un groupe communautaire autonome. Donc, quand on accepte des subventions qui viennent soit de la commission scolaire ou justement des fondations ou tout ça, on se doit de rendre des comptes à ces gens-là. Puis on se doit d'accepter leur méthode de travail, on se doit d'accepter ces choses-là. Donc pour nous, c'est plus difficile au niveau là, de notre créativité ou de qu'est-ce qu'on peut faire là, à ce moment-là. Nous, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on demande des projets, que ce soit non récurrent, autant pour les participants, sont contents d'avoir cette activité-là, mais si on ne peut pas la continuer, bien, c'est là que c'est difficile. Souvent, quand l'activité fonctionne bien, on se dit, bien, on va tasser certaines choses, puis on va prendre de notre budget pour continuer cette activité-là. Mais à un moment donné, c'est au niveau de gestion qui est plus difficile. Les redditions de comptes, c'est toujours des statistiques, des ça, tu sais. Puis c'est toujours peut-être pour 1 an, 2 ans, donc ça aussi, c'est plus difficile. Donc c'est sûr qu'un rehaussement au niveau de la mission, ça serait
C'est hyper intéressant, ne serait-ce que pour consolider tout ce qu'on fait déjà. On fait déjà beaucoup de choses, mais on court à gauche, à droite pour du financement. T'sais, on a des locaux, mais on pourrait faire tellement plus. On pourrait avoir une pérennité d'embauche au niveau de notre équipe de travail aussi. Moi, j'aimerais ça pouvoir offrir à mon équipe de travail des bonnes conditions de travail. Mais le financement n'est pas là. On a eu des dépenses là, par rapport à la COVID. On a dû s'adapter, on a dû adapter nos locaux. J'ai dû adapter mes employés parce qu'il y a le télétravail. Donc, tout ce qui est sanitaire, les masques, les gants, les visières, tout ça, on a une petite aide de gauche à droite, mais en même temps, ce manque-là, on a dû s'adapter à ça. On a bien beau essayer de tout faire en sorte pour que tout se passe super bien, mais en même temps, il n'y a pas juste les coffres qui s'essoufflent, l'équipe aussi. Tout ce qu'on dénonce depuis des années, on l'a vu en relief l'été 2020, si bien qu'il y a bien des groupes qui ont dit « Hey, c'est bien trop compliqué, il y a bien trop de sortes de financement, la reddition de compte n'est pas faisable, on n'en demandera pas. » Ça fait que le gouvernement cherche à répondre à des besoins qu'on n'a pas, qu'on n'exprime pas. Puis pour le financement dont on a vraiment besoin, du financement à la mission, on se fait dire non. L'Entraidant, c'est un organisme communautaire autonome. C'est précieux, hein, cet attribut-là d'autonome qui est né en 2009. Donc, un organisme qui est dédié à l'amélioration des conditions de vie des personnes proches aidantes. Historiquement, il y a un sous-financement des organismes communautaires. Puis quand on parle de sous-financement, on parle de sous-financement à la mission. Hein, je donne notre exemple, puis on est plein d'autres organismes dans la même situation, mais on y finançait à peine au tiers des sommes qu'on pourrait recevoir à la mission, auxquelles on aurait droit là, selon le cadre de référence du programme de soutien aux organismes communautaires, là, le PSOC. Comme on le sait que le réseau de la santé et des services sociaux est débordé, que l'accessibilité est difficile et qu'on a une population vieillissante, on s'est rapidement rendu compte que si on n'entrait pas des nouvelles ressources au sein de l'organisation, on n'y arriverait pas. Donc, il y a eu tout l'espace de demande de financement pour venir contribuer à optimiser nos ressources humaines. Hein. C'était vraiment ça le défi pour l'Entraidant, c'était de trouver des ressources humaines pour répondre aux besoins. Et là, il y avait aussi la notion de c'est une course contre la montre parce que les besoins sont vraiment exponentiels, ça arrive tout d'un coup, il y a comme une espèce de ressac. Là. Les 3 premiers mois de la crise là, à l'Entraidant, c'est plus de 8 demandes de subventions qui ont été adressées dans 12 semaines. Chez nous, ce que ça a voulu dire, c'est pas nécessairement de se réinventer dans des projets spéciaux. On a vraiment fait financer des trucs qu'on faisait déjà ou qu'on est venu adapter à la situation. Puis comme dans la crise sanitaire, souvent on allait doubler le nombre d'interventions. On avait des interventions et en virtuel et en formule en présence. Donc, ça faisait qu'on dupliquait finalement l'offre d'activité. On avait besoin de 2 fois plus de personnes, incluant plus de personnes pour assurer les mesures sanitaires. Chez nous, c'est quand même presque 3 postes à temps plein hein, qui ont été financés par le biais des fonds de crise. C'est génial à ce moment-là. On se parlera de la reddition de compte tout à l'heure. À ce moment-là, c'est assez génial, mais ça vient soulever toute une forme d'anxiété chez nous, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir les garder? Est-ce qu'on va pouvoir garder cette ressource humaine-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de précariser la situation financière de plusieurs intervenants? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à offrir aussi à la population proche aidante ce niveau-là d'intensité d'activité? C'était extrêmement anxiogène, hein, l'octroi de sommes de crise, c'était génial sur le coup, mais on ne pouvait pas s'empêcher de regarder de l'autre côté du pont, hein, puis de voir 2-3 coups d'avance en se disant « mais ça ne fonctionnera pas ». Ça, juste à moyen terme, puis
on est presque à court terme, c'était quelques mois plus tard, on va devoir se raviser parce que la demande, les besoins des personnes proches aidantes vont pas reculer, là. On nous dit, on a besoin de vous, vous êtes le filet social, on déleste le réseau de la santé, mais en même temps, on vous donne accès des fois à certaines ressources financières. Ici, maintenant, est-ce qu'elles vont perdurer? Donc, on fait naître des besoins parce qu'on y répond. Et on ne peut pas penser que la crise, là, les besoins de la crise vont venir s'éteindre. On ne voit pas le moment où ça va diminuer, ces besoins-là. Alors, à moyen et à long terme, comment on va faire? Il y a quelque chose de payant politiquement à faire plein d'annonces. Prenons un exemple concret. Au mois d'août dernier, le ministre Carman a annoncé 70 millions pour soutenir les organismes qui auraient eu des problèmes avec les levées de fonds, l'autofinancement. En cours de route, le mandat a changé de ce fonds-là, puis on a appris qu'il y a 7 millions qui ont été distribués. Fait que c'est hot, hein? T'annonces 70 millions, t'en dépenses 7, tu retournes 63 millions au Conseil du Trésor pour faire une autre annonce après. Il y a quelque chose de frustrant là-dedans de voir nos politiques spinner sur le dos des organismes pour se ramasser du capital.